Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Vimont, qui, entre autres postes prestigieux, a été directeur de cabinet de plusieurs ministres des Affaires étrangères, ambassadeur de France aux États-Unis et secrétaire général exécutif du Service européen pour l'action extérieure. Pierre Vimont avait publié en 2017 dans la revue Politique étrangère un article intitulé « L'ordre international face à l'Amérique de Trump ». Il vient de faire paraître dans la même revue un texte ayant pour titre « Ukraine, l'année de la paix incertaine ». Bonjour Pierre Vimont, merci beaucoup d'être venu à ce micro. Bonjour, merci de m'avoir invité. En 2003, vous étiez directeur de cabinet de Dominique de Villepin lors de son célèbre discours à l'ONU. Une crise transatlantique majeure avait été la conséquence de ce discours et du refus français de se joindre à la Coalition of the Willing. On employait déjà cette expression, mais cette fois c'était pour l'Irak. Dans quelle mesure cette crise de 2003 est-elle comparable à celle que nous vivons aujourd'hui ? Aucune crise n'est jamais tout à fait comparable. On le sait bien, l'Irak, ce n'est pas l'Ukraine. George W. Bush n'est pas Trump. On vivait dans un monde qui nous paraissait encore à peu près organisé. On n'est pas dans le monde assez chaotique de Donald Trump. Mais il y a peut-être une ou deux leçons à retenir. C'est vrai, c'était, et on l'a très bien vu avec le discours de Dominique de Villepin, la volonté de résister, de tenir bon face à la pression américaine. Et à un moment où autour de nous, on entend beaucoup parler de vassalisation de l'Europe, c'est peut-être un moment pour se souvenir que dans le passé, on pouvait résister à l'Amérique et tenir tête. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, et ça peut servir, c'est une leçon qui peut servir encore aujourd'hui, c'est le fait que ce discours de Dominique de Villepin était l'aboutissement de tout un travail diplomatique assez long avec beaucoup d'initiatives que la France avait prises. Et donc, on peut avoir le sentiment qu'aujourd'hui encore, sur cette affaire ukrainienne, sur cette crise ukrainienne extrêmement difficile, complexe, il y a là aussi pour les Européens un travail d'initiative, un travail diplomatique assez approfondi à mener, et qui a peut-être manqué jusqu'à maintenant, mais on va y revenir, j'en suis sûr. Et un point quand même marquant à l'époque, c'était la division des Européens, puisque certains avaient rejoint la Coalition of the Willing, d'autres avaient refusé, comme la France et l'Allemagne. Est-ce qu'aujourd'hui, là aussi, il y aurait des points de comparaison, en tout cas un effort à faire pour éviter au maximum la division ? C'est vrai, vous avez raison. Il faut se souvenir aussi que 2003, 2004, c'était ce moment charnière où ce qu'on appelait à l'époque les nouveaux membres de l'Union européenne arrivaient, c'est-à-dire les pays d'Europe orientale et centrale, faisaient l'objet, je dirais, de convoitises politiques de la part de l'Amérique. Vous vous souvenez, la fameuse phrase, il y a la vieille Europe et la nouvelle Europe qui arrivent, beaucoup plus pro-américaine. Et on retrouve un peu ça aujourd'hui, c'est-à-dire que même si, encore une fois, le choc que provoque Donald Trump amène les Européens à une vraie unité, en tout cas dans un premier temps, on sent déjà percer des différences, des points de vue qui ne sont pas toujours tout à fait les mêmes, et ça tient au fait que la relation avec l'Amérique est tellement centrale pour un très grand nombre de pays membres de l'Union européenne, que prendre ses distances avec l'Amérique représente un effort politique, et je dirais même un effort psychologique difficile, important. Les Allemands aujourd'hui ont tendance à nous dire que pour eux, c'est une transformation presque existentielle, et que par conséquent, il faut comprendre cet effort qu'ils doivent mener, et pour les Français davantage habitués depuis De Gaulle et à la grande époque gaullienne, où la France a osé prendre ses distances avec l'Amérique. Pour la France, c'est plus facile. On est dans une forme de continuité. Pour nos partenaires européens, c'est vraiment nouveau. Oui, c'est un vrai choc. Il va pas être facile pour eux de s'adapter à ce nouveau contexte. Parlons justement de ce nouveau contexte. J'aimerais citer un extrait de votre article publié dans Politique étrangère en 2017.
Alors je cite, « Les ressorts de la diplomatie de Donald Trump sont d'ordre intérieur. Ils traduisent un retour de flamme des thèses isolationnistes, mais ils représentent également, ce qui est plus nouveau, une contestation de l'ordre libéral mondial qui n'a su ni reconnaître les efforts militaires américains en Afghanistan ou en Irak, ni trouver de parade au déséquilibre économique qui affecte la population américaine. En somme, la diplomatie de Donald Trump prend ses distances vis-à-vis des valeurs mêmes qui ont inspiré dans le passé l'action internationale de l'Amérique et au-delà, l'ordre mondial. » Cette analyse que vous faisiez il y a 8 ans vous semble-t-elle toujours d'actualité? Et peut-être plus largement, quelle différence voyez-vous entre la politique étrangère de l'administration Trump 1 et ce que l'on voit déjà de l'administration Trump 2? Oui, il me semble que cette analyse, on peut encore la faire aujourd'hui et que même à certains égards, on peut même peut-être encore plus la renforcer, l'accentuer. Je trouve, et c'est normal hein, quand nous sommes à l'extérieur de l'Amérique, comme c'est le cas des pays européens, nous avons tendance surtout à nous focaliser sur la politique étrangère, l'action internationale de Donald Trump. Mais il faut mieux comprendre, il faut bien comprendre ce qui se passe actuellement en Amérique même, la politique intérieure que mène Donald Trump, et combien, au fond, elle est celle qui oriente son action internationale. Au fond, tout l'accent que met Donald Trump sur les fameux tarifs, enfin, la volonté d'augmenter les droits de douane, répond quand même à des préoccupations de politique intérieure, la volonté de réindustrialiser le pays, de redonner du pouvoir d'achat aux classes moyennes. Dans certaines des motivations qu'il donne à sa politique de tarifs, et il y a la volonté de lutter contre l'immigration, faire pression sur les pays voisins, Canada et Mexique, pour les obliger à prendre des mesures contre l'immigration illégale, contre le trafic de drogue, le fétanol, etc. Il y a tout ça qui joue. Mais au-delà, et moi ça m'a beaucoup frappé parce que j'étais récemment encore aux États-Unis, cette idéologie dont je parlais dans l'article de 2017, cette idéologie revient, je dirais, au carré, doublée, accentuée, beaucoup plus forte, beaucoup plus ultra-nationaliste, ultra-conservatrice. Parce qu'entre-temps, il y a eu ce qu'on a appelé la contre-culture, la fameuse culture woke, et que l'un des paramètres de la politique de Trump aux États-Unis, c'est de repousser cette culture, de lutter contre tout ce qui était les actions en matière de discrimination, d'équité, d'inclusion. C'est violemment rejeté avec un très fort accent mis par Trump et par son entourage, confère le discours de son vice-président, J.D. Vance à Munich, sur le fait que nous entrons dans une nouvelle époque, que toutes ces idées libérales doivent être combattues aujourd'hui, avec une forme de syncrétisme et de culture historique assez élémentaire, à mon avis, mais on voit bien qu'on est en face d'une idéologie qui remet en cause certains des fondements même de notre démocratie libérale. Au nom d'une totale liberté d'expression, on nous explique maintenant aussi que démocratie et liberté, ça ne va pas ensemble, que la démocratie libérale a développé trop de règles et que ces règles, il faut les jeter par-dessus bord. D'où ces attaques extrêmement violentes contre l'Europe, considérée comme l'entité championne des règlements et des directives, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs, et que par conséquent, il faut combattre cela violemment. Et donc, quand vous me demandiez à la fin de votre question, est-ce qu'il y a des différences avec Trump 1? Oui, parce que Trump 2 est mieux organisé, mieux structuré, mieux préparé pour revenir au pouvoir, avec une feuille de route qui se développe actuellement et qui fait que dans les 100 premiers jours, il faut avoir mis en place le plus de règlements et de décisions possibles. Donc on gouverne par ordonnance, en réalité, ce qu'on appelle les executive orders à Washington. On essaye de réduire les pouvoirs du Congrès.
on attaque l'administration, considérée comme un État profond qui empêchait la première administration Trump de faire ce qu'elle devait faire. C'est tout ça qui est là en plus. Et pour dire, alors peut-être une plaisanterie, mais je dirais ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, on a 3 Trump pour le prix d'un. On a Trump, on a J.D. Vance et on a Elon Musk. Et ça, l'opinion américaine commence à le ressentir. Elle attaque peut-être par le point le plus faible de ce trio qui est Elon Musk. Et on entend beaucoup actuellement aux États-Unis, un peu partout, beaucoup de gens dire on n'a pas élu Elon Musk, on a élu Trump, on a élu J.D. Vance qui était sur le ticket présidentiel, mais Elon Musk, on ne l'a pas élu. Il n'est pas un membre du Congrès, il est arrivé comme ça et ça nous dérange. Dans la citation que j'ai faite juste avant, de votre article de 2017, vous parliez d'un retour de flamme des thèses isolationnistes. Est-ce que ce terme d'isolationnisme est encore valable aujourd'hui? Je pose la question parce que les déclarations de l'administration sur le Groenland, Panama, le discours de Munich que vous citiez de J.D. Vance ont une visée beaucoup plus large que le pays, que les États-Unis en tant que tel. Et par ailleurs, je fais le lien et je précise que cet entretien est enregistré le 21 mars avec une interview parue hier ou avant-hier dans l'Express de Surkov, le fameux mage du Kremlin, qui explique notamment que idéologiquement, Trump est plus proche de Poutine que de Macron. Donc voilà, cet isolationnisme américain, est-ce que vous pensez qu'il est encore valable ou est-ce qu'il faut le nuancer? Il faut sans doute le nuancer. Si on essayait de trouver un terme peut-être plus précis, et cela a déjà été dit par beaucoup de commentateurs, ce serait plutôt de l'unilatéralisme plus que de l'isolationnisme. Mais ce qu'on retrouve, me semble-t-il, c'est une forme d'impérialisme américain tel qu'on l'a un peu connu au XIXe siècle. Rappelons-nous, Donald Trump ne cesse de vanter les qualités d'un ancien président, le président McKinley, qui avait pas mal étendu déjà à l'époque le territoire américain. Et souvenons-vous quand même que l'Amérique, soucieuse d'étendre son territoire, était en même temps toujours soucieuse de ne pas trop se mêler des affaires du monde extérieur. Tout ça a commencé d'ailleurs avec leur premier président, George Washington. On se souvient de son adresse à ses concitoyens américain, My American Fellowship, quand il a envoyé une lettre dans laquelle il disait à peu près ne vous mêlez pas trop des affaires du monde. À l'époque, comme souvent, c'était une nouvelle querelle entre les Britanniques et les Français. Et les Américains à l'époque avaient été un peu tentés, peut-être, certains au sein de son gouvernement, du gouvernement de George Washington, avaient été tentés plutôt de rejoindre la France contre l'ancienne puissance coloniale britannique. Mais et George Washington les mettait en garde. Et on retrouve un peu ça dans Trump, c'est-à-dire cette volonté de penser avant tout à l'Amérique, peut-être pas en effet de façon à l'isoler totalement, mais de façon à ne défendre que ses seuls intérêts et à ne pas prendre en compte ce qui pourrait être l'influence utile, je dirais même parfois bienfaisante de l'Amérique à travers le monde. Cette puissance douce, le soft power américain que Trump et Elon Musk sont en train de détruire à grands coups de marteau-piqueur. Et c'est là où on voit vraiment une formidable différence par rapport à tous ses prédécesseurs, non pas les tout derniers, Biden ou Obama, mais bien au-delà. Même un républicain comme Ronald Reagan, dont Donald Trump s'inspire, Ronald Reagan, n'a jamais pensé à remettre en cause ce rayonnement et cette influence américaine. Vous rappeliez par ailleurs dans votre article de 2017 qu'il y avait déjà eu à l'époque une prise de conscience d'une partie des Européens. Les Allemands ont beaucoup été pointés du doigt ces dernières années pour leur aveuglement par rapport à des menaces extérieures. Mais en l'occurrence, Angela Merkel avait déclaré au sommet du G7 de Taormine, je cite, « Nous, les Européens, devons prendre en main notre propre destin ». Comment cette prise de conscience s'est-elle traduite dans les faits et dans quelle mesure les Européens se sont-ils donné les moyens, entre 2017 et 2025, de prendre en main leur propre destin? Alors,
comme toujours avec l'Europe, il faut faire un jugement équilibré et balancé. Si on prend cette période que vous citiez à l'instant 2017-2025, on voit quand même que l'Europe, en matière de défense et de sécurité, et c'est bien ce dont parlait Madame Merkel, il faut reprendre notre destin, il faut prendre notre destin en main. L'Europe a fait quand même des progrès considérables. On les appelle les hauts représentants de politique étrangère et de sécurité, qu'il s'agisse à cette époque-là de Madame Mogherini ou bien de Joseph Borrell, ont lancé tout un travail de réflexion stratégique qui n'avait pas été fait avant. Mais plus intéressant encore, on a consacré de plus en plus d'argent à la défense. On a créé des programmes pour cela, un premier fonds européen de défense, des achats communs, et notamment lorsque la guerre d'Ukraine est arrivée, il y a eu un formidable effort des Européens pour faire avancer les choses. Mais en même temps, soyons honnêtes, le grand chantier auquel appelait Madame Merkel, en réalité ne s'est pas fait. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ce qui est en train de provoquer ce réveil européen et de amener l'Europe à se lancer dans ce chantier de ce qu'on pourrait appeler l'Union de la défense, l'Union européenne de la défense, ce n'est finalement pas Poutine avec son intervention militaire en Ukraine en 2022 qui l'a lancé, c'est Trump. Et c'est bien parce que l'Amérique a commencé à dire je vais peut-être revoir mon soutien et même ma présence militaire en Europe, qui a amené les Européens à se réveiller et tout d'un coup à prendre conscience que là, il y avait un vrai problème. Et tout d'un coup, il y a eu ce vertige d'une Europe sans l'Amérique, sans la protection américaine, et c'est ça qui aujourd'hui, alors encore une fois, soyons prudents, avec des hésitations, avec des divergences, mais c'est quand même bien cela qui est en train de réveiller les Européens et les amener à faire des pas de géant qu'ils n'avaient pas fait jusqu'à présent. Ce qui est très curieux, c'est que déjà à l'époque de l'administration Trump 1, il y avait eu des menaces de retrait de l'OTAN, des États-Unis. Bon, au final, il y avait encore the adults in the room, comme on disait, qui avaient réussi à convaincre le président de ne pas franchir ce pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le sursaut pourrait être plus réel qu'à l'époque ? Alors, il y a deux choses. C'est que d'abord, du côté américain, on entend des choses nouvelles par rapport à 2017, je dirais par rapport au premier mandat de Trump. Il y a toujours cette demande d'un effort supplémentaire des Européens en matière de dépenses militaires. Hein. Maintenant, on n'en est plus à 2%, on en est à 3,5%, avec une perspective de 5% du PNB, puisque c'est de cela dont il s'agit, 5% du PNB de chacun des États européens qui devrait être consacré à l'avenir aux dépenses militaires. Il y a une deuxième chose très préoccupante dont Trump parlait un tout petit peu, mais très peu pendant son premier mandat. Et là, il commence à revenir plus souvent. C'est sa vision du mode d'emploi de l'article 5, la fameuse clause de solidarité, qui est le cœur même de la sécurité collective des partenaires de l'Alliance transatlantique, à savoir l'assurance, la garantie que l'Amérique volera au secours de l'un des membres de l'Alliance atlantique au cas où celui-ci serait attaqué. Et Trump commence à dire, si vous voulez être protégé par cette garantie américaine, alors il faut payer. Si vous payez, vous serez protégé. Si vous ne payez pas, tant pis pour vous, débrouillez-vous. Alors, les meilleurs experts, je ne prétends pas en faire partie, mais les meilleurs experts de l'OTAN disent de toute façon, cet article 5 avait déjà du plomb dans l'aile et sa crédibilité était déjà largement entamée depuis un certain nombre d'années, était en particulier entamée parce que l'OTAN s'est de plus en plus élargie. Peut-être certains de vos auditeurs auront oublié qu'un pays comme le Monténégro est un membre de l'OTAN et donc à ce titre peut bénéficier de l'article 5. Et lorsqu'on a demandé il y a quelques années à Donald Trump, est-ce que donc vous vous porterez au secours du Monténégro s'il est attaqué, Trump a dit jamais de la vie. Hein. Il ne savait sans doute même pas où se situait le Monténégro.
Donc oui, cette garantie de sécurité de l'Amérique était déjà un peu entamée, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus net. Et alors, sur ces discours qu'on entendait déjà, se sont ajoutées aussi des déclarations maintenant tout à fait officielles du ministre de la Défense, Peter Hegseth, qui a dit que les Européens devaient se préparer à un retrait des troupes américaines d'Europe. Comme vous le savez, il y en a environ 100 000 à peu près. Ils avaient même été récemment renforcés depuis l'intervention russe en Ukraine. Et donc, toute la question, bien évidemment, c'est de savoir est-ce que les Européens sont capables de prendre la relève et en quelque sorte de se substituer sur le plan conventionnel aux troupes américaines. Mais si on va plus loin, on a déjà entendu ou commencé à entendre une réflexion entre les Européens sur la dissuasion nucléaire et notamment sur la question de savoir si la dissuasion nucléaire française et éventuellement britannique devrait à terme se substituer à la dissuasion nucléaire américaine. Se pose la question, si les Américains décident de se retirer de l'OTAN, qu'est-ce qu'on fait d'une OTAN sans l'Amérique? Est-ce que les Européens peuvent prendre la relève? Et ça pose énormément de problèmes à tous les niveaux, commandement et contrôle, capacité militaire, capacité de renseignement, etc., etc., observation satellitaire. Tout ça est sur la table. Alors, ne nous excitons pas trop, restons calmes, gardons un peu de sérénité. En vérité, ce qui se passe actuellement aux États-Unis, en termes, je dirais, très administratifs, c'est que le ministre de la Défense, Peter Hegseth, a demandé à ses services de faire une analyse, une revue. Et en Amérique, ces revues sont faites de manière très sérieuse, y compris en interministériel, ce qu'en Amérique on appelle l'interagence. Et on va voir ce qui sort de ça. Ne sous-estimons pas le poids, encore une fois, de l'appareil militaire américain, qui est soucieux de garder cet atout que constitue l'Alliance Atlantique. Pour eux, c'est important. Si vous regardez dans le monde entier, l'Amérique n'a pas tant de soutien que cela, à part les Européens. Il y a en Asie le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais après ça, on a fait assez vite le tour des alliés solides, partenaires sur lesquels on peut compter. Gardons à l'esprit aussi qu'il y a le formidable lobby des industries américaines du secteur de la défense, pour lesquelles le marché européen est tout à fait essentiel. Plus de 60% des achats de matériel militaire des Européens se fait actuellement en Amérique. Et par conséquent, tout ça va jouer dans les prochains mois. Donc, ne vendons pas la peau de l'ours trop rapidement et observons ce qui va se passer à Washington. Observons en gardant une échéance en tête qui est le sommet de l'OTAN en juin, où il devrait y avoir des annonces. Venons-en à votre article qui vient de paraître dans le numéro de printemps de la revue Politique étrangère. Ce texte a été rédigé avant la rencontre entre Marco Rubio et Sergueï Lavrov à Riyad, et donc avant la rencontre orageuse entre Volodymyr Zelensky, le président Trump et J.D. Vance à la Maison-Blanche. Cela étant, les analyses que vous y développez demeurent tout à fait d'actualité et pertinentes. Vous y évoquez notamment le risque de la pensée magique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là? La pensée magique, pour moi, c'est être dans le déni de la réalité. C'est prendre ses désirs pour la réalité. Et au fond, si on regarde comment les Européens ont réagi dès le départ avec l'offensive russe en Ukraine en février 2022, ce qui est très frappant, c'est que très rapidement, dans l'esprit de beaucoup d'Européens, il y avait cette idée que non seulement avec notre soutien, l'Ukraine allait pouvoir repousser la Russie, mais même lui infliger une défaite stratégique. C'était le terme qu'on employait à l'époque et que même l'administration américaine de l'époque, celle de Joe Biden, utilisait aussi.
Donc c'était, on va leur flanquer une déculottée, ils vont reculer, ils vont capituler en quelque sorte. Et notre objectif, c'est la capitulation russe. On a même entendu dire qu'il fallait éviter l'humiliation de la Russie. Vous avez tout à fait raison. On a un peu mis de l'eau dans notre vin ensuite, et on a commencé à dire, notamment le président de la République, qui avait été peut-être plus prudent dès le départ, mais qui a été de ceux qui disaient euh, euh, la Russie ne peut ni ne doit gagner, ce qui était déjà un petit peu différent. Et on a commencé à dire de plus en plus, il faut aider l'Ukraine à être en position favorable pour négocier. Donc on commençait déjà à se rendre compte qu'il fallait peut-être bouger un petit peu. Mais cette idée de souvent, encore une fois, prendre nos désirs pour la réalité, vous le retrouvez encore un peu aujourd'hui. Vous savez que dans les réflexions en cours, dans le cadre de l'offensive diplomatique de l'administration américaine pour essayer d'aboutir à un cessez-le-feu en Ukraine, les Européens ont commencé à parler de mettre des forces européennes en Ukraine. Alors, on pourra y revenir si vous le voulez, mais il faut préciser les choses et entrer dans les détails parce que ce n'est pas encore très clair. Mais il y a une chose qu'on entend beaucoup, un élément de cette réflexion qu'on entend beaucoup chez les Européens, c'est si ceci se produit, s'il y a des forces européennes sur le terrain en Ukraine, il faudra qu'elles soient soutenues et soutenues par l'Amérique. Le backup ou le backstop, comme on dit en anglo-saxon, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, l'Amérique soit là comme une forme de roue de secours ou pour les Européens. Or, ce qui est frappant, c'est que ce discours qu'on entend partout, qu'on entend à Londres, qu'on entend chez beaucoup d'autres pays européens, vous n'entendez pas du tout à Washington. Et même dans toutes ces rencontres qui ont eu lieu dans le bureau ovale, ces programmes de télévision en direct, on l'a très bien entendu. Quand le Premier ministre britannique était là, et la Grande-Bretagne est l'un des pays qui insiste le plus sur ce soutien américain, proposé publiquement et souligné publiquement que c'était bien ce soutien-là que la Grande-Bretagne attendait de Donald Trump. Non seulement Donald Trump n'a pas répondu positivement, mais il a même dit « vous êtes suffisamment grand, en quelque sorte, et suffisamment puissant pour vous débrouiller tout seul ». Et donc on voit bien que là encore, une fois de plus, les Européens sont en train d'échafauder des plans et des dessins stratégiques importants, des feuilles de route militaires importantes, en englobant un élément de cette réflexion qui pour le moment manque. Donc c'est ça un peu, à mon avis, l'un des problèmes des Européens, c'est qu'il manque un petit peu de cette analyse lucide, je dirais, rigoureuse, sérieuse, qu'il faut faire sur la réalité devant laquelle on se trouve. On a un peu reproché aux Européens, non sans raison, je crois que je le note, je le mentionne dans mon article, on a souvent reproché aux Européens, dans leur soutien à l'Ukraine, d'avoir agi trop tard et trop peu. Et il me semble que c'est assez juste et que l'une des raisons pour cela, encore une fois, c'était qu'on n'avait pas vraiment pris conscience de la réalité de la situation géopolitique sur le terrain en Ukraine et au-delà, y compris dans l'attitude des pays extérieurs au continent européen, les pays dits du Sud global, comme on aime à dire aujourd'hui. Nous avons tous pensé, nous les Européens, que les pays africains, les pays d'Asie, les pays d'Amérique latine étaient tous derrière les Européens. Et peu à peu, nous avons quand même découvert, lors de votes nombreux aux Nations Unies, à l'Assemblée générale des Nations Unies, que bien évidemment, si nous continuions à avoir un assez large soutien, néanmoins, il y avait beaucoup d'abstention. Et quand on rencontre ces pays de manière individuelle, beaucoup de réticence à s'engager aux côtés des Européens sur ce conflit ukrainien. Et donc c'est tout ça qui nous a un peu fait défaut tout au long de ces années. Difficulté à faire une analyse lucide, profonde, complète, rigoureuse, comme je disais tout à l'heure,
difficulté à en tirer les conséquences et à anticiper, à faire ce travail d'anticipation, et peut-être enfin difficulté aussi au-delà du court terme, où encore une fois l'Europe n'a pas failli à sa mission, elle a été là pour aider l'Ukraine, mais au-delà de l'aide à court terme, de la gestion de crise, je dirais, ce travail de réflexion sur le moyen et le long terme a fait défaut et nous allons peut-être nous en rendre compte au cours des prochains mois. Vous avez mentionné le trop tard et le trop peu. C'est effectivement un reproche qui a été beaucoup fait aux Européens par les Ukrainiens, notamment sur la livraison de matériel militaire, mais aussi sur les autorisations pour utiliser ce matériel. Je pense à l'envoi de chars, ensuite à l'envoi d'avions de chasse, ensuite aux frappes dans la profondeur, etc. Et un des arguments majeurs employés par les Européens, c'était la crainte de l'escalade. Quelle est votre perception de diplomate sur cette peur de l'escalade ? Je crois qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège. L'escalade, en l'occurrence, c'était l'escalade nucléaire. Et rappelons-nous quand même ce qui a été en réalité le précédent en matière historique, hein, le précédent le plus clair en la matière, qui a été la crise de Cuba de 1962. Il y a eu des menaces d'escalade du côté soviétique. Et que ce soit les Américains ou les alliés des Américains, à commencer par le général de Gaulle, nous avons tous été très clairs vis-à-vis des Soviétiques pour leur dire vous pouvez toujours continuer à nous menacer, nous tiendrons bon parce que nous estimons que nous avons le droit pour nous. Et donc je crois qu'il faut se rappeler ce précédent et se comporter de la même manière. Je note d'ailleurs qu'en ce qui concerne en tout cas les Américains, et pour autant qu'on ait pu comprendre ce qui s'est vraiment passé, c'est que ces menaces d'escalade proférées par le président russe ont amené les Américains à réagir assez rapidement, de manière discrète, confidentielle, en envoyant quelques messagers à Moscou pour bien faire comprendre que s'il y avait une escalade de type nucléaire, il y aurait une réaction appropriée, rapide et très très ferme, pour ne pas dire brutale, de la part des Américains. Et on a bien vu que ça avait plutôt calmé le jeu. Donc il me semble que les Européens feraient bien de s'inspirer de cet état d'esprit pour rester droit dans leurs bottes. Vous évoquez dans l'article paru au printemps 2025 plusieurs chemins possibles pour une négociation de paix autour de l'Ukraine. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, les résumer à grands traits ? Et certains de ces chemins se sont sans doute partiellement obstrués depuis la rédaction de votre article. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être aussi mettre à jour cette analyse ? Alors, premièrement, vous avez raison, ces 3 scénarios avaient été proposés avant l'arrivée de Donald Trump, et j'y reviendrai dans un instant. Ce que met Donald Trump sur la table, en quelque sorte, place à l'écart ces scénarios. Ça ne veut pas dire qu'ils ne reviendront pas, peut-être, et donc c'est sur ce point-là que je voudrais insister en les rappelant très brièvement. Il y avait 3 scénarios assez classiques, hein. Tous les diplomates connaissent cela quand ils font des propositions à leurs ministres. Soit on continue le cours du temps et le fil de l'eau, c'est-à-dire la guerre d'attrition actuelle, où on voit qu'aucune des 2 parties n'arrive vraiment à prendre un avantage décisif, même si la Russie grignote peu à peu, ce qui n'est pas forcément de très bons signes pour les intérêts des Occidentaux, mais néanmoins l'Ukraine tient bon avec un courage remarquable, et donc on peut se dire continuons à faire l'effort d'assistance militaire nécessaire et tenons bon jusqu'au moment où la Russie perdra patience et proposera de négocier. Il y avait un deuxième scénario qui, à mon avis, était peu crédible, c'est-à-dire intensifier la guerre, ce qui suppose un effort considérable des Européens et des Américains, peu probable du côté américain dès lors qu'on savait déjà à l'époque où j'avais écrit mon article que Trump allait revenir et que il n'était pas dans cette disposition-là, et que donc ce serait aux Européens de fournir l'essentiel de l'effort. Et comme je le soulignais, dans le contexte actuel, faute de moyens financiers nécessaires,
faute, je dirais même de mobilisation des opinions publiques. On voit bien que dans tous les sondages d'opinion, il y a une forme de fatigue qui commence à apparaître en Europe face à cette guerre d'Ukraine. Pour toutes ces raisons, donc l'intensification de la guerre dans la durée me paraissait peu vraisemblable. Restait une troisième hypothèse qui était là encore essentiellement à la charge des Européens, une aide ponctuelle, très forte, massive, pour permettre une opération militaire de reprise d'une partie du terrain de la part des Ukrainiens, pour là encore, comme je le disais précédemment, les mettre en position de reprendre un avantage et de conduire à la négociation. Pourquoi est-ce que ces trois options, pour le moment, sont de côté, doivent être mises de côté? Parce que Donald Trump a choisi très rapidement, depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, la voie de la discussion, a pris son téléphone, a appelé Vladimir Poutine et a engagé des pourparlers avec eux. Là où il faut faire très attention, c'est qu'au fond, ce dont parle Donald Trump, et ça, je dirais que, de mon point de vue, en tout cas, c'est l'élément vraiment nouveau par rapport à la période où j'avais écrit cet article, c'est que Donald Trump n'essaye pas de parvenir à un règlement complet de la paix en Ukraine. Vous savez, cette idée d'une paix juste et durable qui évitera une reprise des combats. Non, lui, ce qu'il cherche, c'est un cessez-le-feu simple. Et d'ailleurs, au fil des discussions, me semble-t-il, ce à quoi on assiste, c'est un cessez-le-feu dont la dimension, l'étendue se réduit de plus en plus. Puisque, à la demande de Vladimir Poutine, il semble qu'aujourd'hui, à la date où nous nous parlons, on parle d'un cessez-le-feu qui porterait uniquement sur les attaques contre les installations ou ce qu'on appelle encore les infrastructures énergétiques. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, les infrastructures énergétiques? Est-ce que ce sont simplement les centrales nucléaires? Est-ce que c'est plus que ça? Mais vous voyez bien qu'à partir de là, un cessez-le-feu qui se focalise uniquement sur les infrastructures énergétiques, ça veut dire que les combats continuent par ailleurs, sur terre, dans l'air, sur mer, en mer Noire, et que contrôler un cessez-le-feu qui se réduit à cette portion-là des combats, c'est extrêmement difficile. Et que donc le risque d'un tel cessez-le-feu, c'est qu'il soit extrêmement fragile, très incertain, extrêmement difficile à observer, à surveiller, et pour ceux qui le violent, très difficile de prendre des sanctions, et que donc le risque, c'est qu'on se retrouve dans une situation où la tension perdure, les combats continuent, reprennent de l'ampleur, et qu'on en revienne à ce moment-là à la question qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a deux questions. Qu'est-ce que font les Européens? Et on retrouve mes trois scénarios, pour le coup. Je retombe sur mes pieds. Ou bien, et surtout, et c'est intéressant, qu'est-ce que fait Trump face, au fond, à ce qui apparaîtra un peu, non pas comme un échec, soyons honnêtes et impartials et objectifs. Trump fait des efforts pour amener à la fin des combats, et c'est méritoire, et je crois qu'il faut le reconnaître et le féliciter pour cela. Mais le risque est que le résultat de ces efforts soit assez limité, comme je le disais tout à l'heure. Alors, est-ce que face à ces résultats limités, si les pourparlers aboutissent à peu près à la situation qu'on commence à entrevoir, est-ce que Trump se décourage et laisse tomber? Et à ce moment-là, qui reprend la balle pour essayer de relancer de possibles discussions? Est-ce qu'il s'irrite contre les Russes? Et comme il l'a dit parfois, les menaces de nouvelles sanctions financières et autres relancent l'assistance militaire américaine vis-à-vis de l'Ukraine, ou, ce qui serait plus embêtant pour nous tous, les Européens, est-ce qu'il fait des concessions supplémentaires à Vladimir Poutine pour remporter son accord et obtenir un cessez-le-feu plus important? Or, vous savez que pratiquement, pour tout ce qui concerne les différentes demandes présentées par Poutine, elles sont très difficilement conciliables avec les points de vue et les intérêts des Européens.
neutralité et démilitarisation de l'Ukraine, pas d'accession à l'OTAN, pas de présence de troupes européennes en Ukraine, plus d'aide militaire européenne à l'Ukraine, etc., etc. Et donc, on est dans une situation qui serait, si Trump donnait à Vladimir Poutine l'une ou l'autre de ces demandes, nous serions, nous autres Européens, devant la situation difficile d'avoir à dire on n'est pas d'accord et nous n'acceptons pas ces propositions. Et dès lors, d'apparaître comme ceux qui empêchent d'avancer vers un cessez-le-feu et éventuellement vers un règlement du conflit. Pour terminer, j'aimerais justement que l'on reparle des Européens. Vous connaissez extrêmement bien les institutions européennes, vous avez été représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne et secrétaire général exécutif du Service européen pour l'action extérieure. Pensez-vous que l'Union européenne et ses États membres sont aujourd'hui à même de surmonter les immenses défis auxquels nous faisons face ? C'est la question qu'on se pose tout le temps à propos de l'Europe. Comme je le disais tout à l'heure, il y a eu de vrais progrès de la part de l'Union européenne pour tout ce qui concerne les questions de défense et de sécurité. Moi, je me rappelle, quand jeune diplomate, je suis entré au ministère des Affaires étrangères, il y avait un tabou, c'était que nous avons tous respecté, c'est qu'il était hors de question que les institutions européennes, et en particulier la Commission européenne, osent d'une manière ou d'une autre s'intéresser aux questions de défense et de sécurité. D'ailleurs, à l'époque aussi, aux questions de politique étrangère pour l'essentiel. C'était une affaire qui relevait des États membres. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui encore dans les derniers papiers qui sont sortis, là, le livre blanc sur la défense qui a été publié il y a 2 jours à Bruxelles. Si vous regardez la rédaction de ce texte, en permanence, la Commission européenne dit je fais ces propositions, mais il va de soi que ce sont les États membres qui ont la main sur ce dossier et que c'est à eux de décider et que c'est eux qui sont les principaux responsables dans cette affaire. Donc, il y a eu de vrais progrès. Et si on prend cette seule crise, conflit, même guerre d'Ukraine, telle qu'elle s'est développée depuis février 2022, la réaction immédiate des Européennes a été assez remarquable, comme je le disais tout à l'heure. Et depuis lors, comme je le disais aussi tout à l'heure, le réveil que Donald Trump a opéré parmi les Européens a donné lieu aussi à des réactions assez remarquables. On a fait preuve d'initiative avec ces propositions qui ont été mises très rapidement sur la table pour réarmer l'Europe. Il y a aussi une autre proposition qui avance plus difficilement, mais qui consiste à accroître l'aide militaire à l'Ukraine. On a fait preuve d'innovation. Si vous regardez les formats qui sont en train de se développer entre les États membres pour travailler sur ces questions-là, on a l'impression que la Grande-Bretagne est déjà revenue dans l'Europe depuis le Brexit, mais on demande, enfin c'est les Canadiens eux-mêmes qui demandent à venir. La Turquie est là aussi dans ces réunions. On parle de l'Australie, peut-être de la Nouvelle-Zélande. Bref, on voit que tous les anciens membres de ce qu'on a appelé l'Ouest, ce que les Russes appellent l'Ouest collectif et que nous appelons les Occidentaux, en quelque sorte, les partenaires occidentaux, on voit bien que l'Union européenne est en train de concentrer, mettre ensemble, coaliser toutes ces bonnes volontés, et ça, c'est assez intéressant. Et puis l'Europe, me semble-t-il, aussi réagit avec beaucoup d'agilité diplomatique. Regardez la manière dont notre président de la République, le Premier ministre britannique, ont su traverser ce que j'appellerais l'épreuve orale, le grand oral du bureau ovale, où tout particulièrement d'ailleurs Emmanuel Macron a su se sortir assez bien et avec pas mal d'autorité et d'élégance, sans donner l'impression d'être un vassal de cette confrontation avec Donald Trump. Donc on a trouvé là des capacités diplomatiques et politiques de la part de l'Europe qui sont assez remarquables. J'ajouterai un point que je trouve très important, qui est l'alignement actuellement entre les 3 grandes capitales, les 3 grandes puissances européennes, Allemagne, Grande-Bretagne, France,
avec l'arrivée du nouveau chancelier Merz, sa volonté qui vient de se concrétiser par ce vote au Bundestag, de relancer des programmes à la fois d'aide aux infrastructures, mais également de dépenses militaires. Et on voit bien qu'il y a là, entre les 3 grandes capitales européennes, un alignement qui peut être très utile à l'avenir. Là où la question demeure, c'est est-ce que sur les questions les plus immédiates et les plus essentielles, nous allons être à la hauteur? Et là, si vous voulez, il y a les défis qui se posent tout de suite, et j'en citais un tout à l'heure, qui est celui de la négociation actuellement entre l'Amérique et la Russie. Comment est-ce que l'Europe peut faire pour se remettre dans le jeu? En particulier, je l'ai mentionné brièvement tout à l'heure, mais si ce cessez-le-feu ne devait pas réussir, ou même s'il réussissait, cessez-le-feu limité, comme on l'a dit tout à l'heure, limité aux infrastructures énergétiques, ce qui continuera à se poser, c'est l'au-delà. Comment est-ce qu'on continue à essayer d'avancer vers un règlement de paix en Ukraine? Une paix durable, juste, comme on dit, complète. Et là, il me semble que les Européens ont leur rôle à jouer parce qu'il apparaît de manière de plus en plus évidente qu'au fond, l'administration Trump n'a pas beaucoup d'idées sur cette stratégie je dirais, à un peu plus long terme de ce que devrait être une paix durable en Ukraine. Et c'est là où les Européens ont sans doute quelque chose à dire et à travailler ensemble pour essayer de présenter leurs propres paramètres sur tous ces sujets qu'on a évoqués dans le passé. L'Ukraine dans l'OTAN ou restant en dehors, l'Ukraine neutre, l'Ukraine démilitarisée ou pas démilitarisée, les garanties de sécurité pour l'Ukraine à l'avenir. Toutes ces questions-là, au fond, les Européens n'ont pas voulu se poser la question. Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la pensée magique des Européens. On s'était défaussé sur les Ukrainiens. C'est à eux de décider, et c'est vrai que c'est à eux de décider. Mais nous avons également des intérêts dans cette affaire, et nous pouvons en discuter avec les Ukrainiens, et nous avons tout intérêt à essayer de nous concerter avec eux pour définir une ligne commune. Parce que ce qui va arriver un jour ou l'autre, c'est à force de rejeter toutes les demandes de Vladimir Poutine, avec raison, Trump pourra nous dire « mais qu'est-ce que vous proposez à la place ?» Et on sait, par exemple, lui ne veut pas entendre parler d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Alors, qu'est-ce qu'on fait et les Européens sont-ils capables aujourd'hui de définir une position sur ce point? Donc, il faut jouer de cela. Il y a un deuxième sujet dont on parle peu à l'heure actuelle, mais qui me paraît tout à fait important, à en juger par les discussions en cours entre Donald Trump et Vladimir Poutine, c'est que ces deux-là parlent d'un rétablissement, les Américains parlent de reset, d'un rétablissement des relations bilatérales et d'une relance de la coopération économique, bien évidemment, avec à nouveau des investissements américains en Ukraine, d'une relance de la coopération politique, travailler ensemble à un règlement de la crise au Moyen-Orient, peut-être dans le Caucase du Sud, etc., etc. Et donc, comment faire pour être présent dans ces discussions? L'Europe ne peut pas accepter l'idée qu'elle sera laissée à l'écart de ce reset et qu'elle regardera les trains passer, par exemple, au Moyen-Orient, où elle a quelque chose à dire, c'est son voisinage immédiat. Nous avons un long passé d'une diplomatie européenne active au Moyen-Orient. Sur la question israélo-palestinienne, mais également au Liban, également en Syrie, en Irak. La question iranienne, bien évidemment, où les 3 grands pays européens ont fait partie et même ont été les promoteurs du groupe des 5+1. Est-ce que les 3 Européens peuvent être laissés de côté? Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser, et là encore, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, les anticiper et se préparer à être actifs et à faire en sorte qu'on soit présent dans ces discussions. C'est-à-dire, au fond, ce qu'on a cessé de répéter depuis quelques années à Bruxelles,
mais qui devient de plus en plus d'actualité, exister comme un acteur géopolitique sur la scène internationale et avoir notre mot à dire. Je me permets 2 remarques. D'abord, il y avait déjà eu un reset sous Obama et on voit où ça nous a mené comme quelques années plus tard. Et puis une deuxième remarque, et je refais une référence à l'entretien de Surkov. Le journaliste lui demande « Mais pourquoi les Européens n'ont pas été invités à la table des négociations ?» Et il répond « Mais on n'est pas invité à une table de négociation, il faut s'imposer pour y être, comme une évidence. » Mais je ne vous relance pas là-dessus, parce que sinon on pourrait encore parler des heures. Je vous remercie énormément, Pierre Vimont, d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, je vous recommande vivement de lire son article publié dans le numéro de printemps de la revue Politique étrangère. Nous avons mis ce texte en libre accès sur le site de l'IFRI, mais souvenez-vous que pour continuer à produire des analyses de qualité, une revue a besoin d'abonnés, donc je vous encourage à aller télécharger ce texte, à le lire, à l'apprécier et ensuite à vous abonner. Et puis par ailleurs, n'hésitez pas à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.